100 kg de chaux pour fabriquer 1 tonne de sucre. Voilà une autre de ces carrières. Il y en a plusieurs. Il y avait la carrière de Rinxin, la carrière de Ferck, celle de Marquise également, où le peloton ne saurait tarder à passer maintenant. Et on a fabriqué, vous voyez, en calcaire, s'il vous plaît, le vélo le plus solide du monde. Le plus lourd aussi. Le plus lourd, peut-être. Ah oui. On est loin de la fibre, là. Ah oui, là, on est loin du carbone. Celui-là, en montagne, il va peser. Je le crains. Moi, je le prends pas. Non, moi non plus. Et la nervosité va commencer à se refaire ressentir au sein du peloton. Parce qu'avant d'aller chercher la dernière difficulté du jour, qui interviendra à 11 km de l'arrivée, il y aura un virage pas facile à négocier juste avant. Et il faudra également être bien placé. On se rapproche du littoral. Regardez ce que ça donne. On dirait là pour le coup quasiment un tableau. C'est exceptionnel. Abstrait ou un cours de géologie, comme on voudra. Ah oui, cette sédimentation. Vous imaginez les milliards de petits organismes qui ont dû se déposer dans le fond de cette mer archaïque pour arriver à créer ces couches de calcaire qui, lorsqu'on arrive évidemment sur la côte, lorsqu'elles sont ravinées par des mers plus récentes, donnent les magnifiques falaises que nous allons découvrir dans un instant, des deux côtés du Channel, d'ailleurs des deux côtés de la Manche, puisque les falaises de Douvres ne sont pas moins spectaculaires que celles que nous avons de notre côté. C'est magnifique. On voit l'influence de l'école flamande, là, Franck, avec ce magnifique tableau. On n'est pas loin, cela dit. Persuadé que ce soit exactement la même influence. Mais en tout cas, on utilise du calcaire dans la composition des pigments de ces peintures. Anthony Pérez, seul à l'avant, l'étape tarde à s'animer. Et lui, il est à fond. Anthony, là, tout seul, évidemment. Il n'y a plus de relais, il n'y a pas beaucoup d'abri non plus. Alors que là, ça s'accroche, oui. Avec un accrochage, effectivement, Andrea Baggioli, avec également pour l'équipe Intermarché Wanty-Gobert, Louis Meintjes, le leader sud-africain de l'équipe. Benoît, est-ce que vous êtes avec les coureurs qui ont mis pied à terre? On est à l'arrière pour l'instant pour ne rien vous cacher, Alexandre, avec les voitures suiveuses, mais j'ai l'impression, en tout cas, que tout le monde est reparti sur son vélo très très vite. Léger accrochage entre les coureurs pour l'instant. Sur une route qui s'est légèrement resserrée, c'est souvent le cas des accrochages. Lorsque la route se resserre un peu, eh bien évidemment on s'accroche un peu plus si on est un tout petit peu moins vigilant. C'était le cas là sur cette petite route un peu plus resserrée au niveau du village. Il y a un autre coureur qui est en train de s'arrêter également sur le bord de la route. C'est Brandon McNulty qui est en train de changer de vélo tout simplement. Puis pour revenir sur ce que vous disiez Alexandre, sur cette étape qui tarde à s'animer finalement, eh bien c'est ce qu'on a ressenti dès ce matin lors des interviews où les coureurs nous parlaient surtout de demain et constamment de demain, les regards et les esprits surtout fixés sur ces fameux pavés de demain, comme si un peu ils escamotaient entre guillemets en tout cas une partie de cette étape aujourd'hui, même si évidemment il faut la courir comme le disait Tadej Pogačar ce matin à notre micro, mais voilà, tous les regards sont tournés. Et d'ailleurs, la journée de repos d'hier, eh bien, personne quasiment n'est venu repérer l'étape d'aujourd'hui, mais tout le monde est allé repérer de nouveau les secteurs pavés de demain, notamment avec les vélos différents qui seront utilisés demain pour les pavés. Et donc, on a surtout passé son temps hier, lors de la journée de repos, à penser à l'étape de mercredi. Ça peut peut-être pas une excuse, mais en tout cas une explication de pourquoi ces coureurs restent au chaud aujourd'hui et évitent de s'exposer avec ce qui les attend demain. Et on voit du monde pour attendre Brandon McNulty, l'américain. Il y avait Marc Hirschi notamment, il y avait également Mikkel Bjerg, le coureur danois. Marc Hirschi, depuis le début du tour, il passe son temps à la queue du peloton. Je suis pas sûr qu'il attende quelqu'un. Lui, il est pas. Ou alors on l'économise vraiment en disant, surtout la première semaine, tu prends aucun risque, tu restes derrière, on aura besoin de toi plus tard, c'est possible, c'est du coaching. Quant à Bjerg, il était pris dans la chute tout à l'heure, donc ce qui peut expliquer sa place à l'arrière. Pas sûr qu'ils attendent surtout McNulty. Ils ont Pogačar. Oui, c'est ça, on peut pas non plus. Et pour Marc Hirschi, il n'était pas sélectionné à la base sur le tour, donc on devait estimer que sa forme n'était pas assez optimale pour pouvoir participer au Tour de France. Puis finalement, il y a eu un cas de Covid et il a intégré cette sélection. C'est Matteo Trentin, l'Italien, qui a dû déclarer forfait au dernier moment pour ce Tour de France. Et Marc Hirschi donc a trouvé une place à la dernière minute dans la formation de Tadej Pogačar. Ou alors il n'avait pas envie, du coup il reste derrière.
Alors, je pense vraiment qu'on le laisse au chaud et on le garde pour plus tard. 1 minute 20, l'avance. C'est l'heure de la pause. Pour les ouvriers de la carrière. Ils savaient que nous passerions et que nous filmerions ce qui est un site à la fois naturel et industriel. C'est extraordinaire, bien sûr.